Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They Big, bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. On termine le débrief de la saison 2025 du championnat MotoGP. Au programme de ce jour, pour la dernière partie, Yamaha. On a gardé le meilleur pour la fin, Gweno. On est d'accord? Ouais, on va dire ça, ouais. Fabio Allez, sera d'accord. Voilà. Donc, on est avec Gweno aujourd'hui et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Yamaha. Yamaha qui termine 6e du championnat équipe pour l'équipe officielle avec 269 points. L'an dernier, ils avaient 144 points. On rappelle que l'an dernier, Yamaha n'avait pas d'équipe satellite et que cette saison, on a Pramac qui est arrivé en équipe satellite. Donc déjà, c'était une progression qui pouvait arriver pour Yamaha, c'était d'avoir 2 nouveaux pilotes. Malgré tout, cette saison, donc l'équipe officielle a progressé. 23 top 10 en 2025, dont 16 pour le duo Quartararo-Rins, alors que l'an dernier, les 2 pilotes de l'équipe officielle n'avaient terminé que 9 fois dans le top 10. Donc déjà là-dessus, Gweno, on peut dire que Yamaha, c'est un peu comme Honda, ils ont quand même malgré tout progressé. Il y a du mieux, de toute façon. Déjà, rien que d'avoir une équipe satellite, c'était déjà un pas en avant par rapport à l'an passé. Et puis, bon, pas n'importe quel team satellite, parce que c'était quand même le team champion du monde. Donc, de ce constat-là, c'était déjà mieux que l'an passé. Et puis, même au cours de la saison, il y a quand même eu des améliorations. On peut pas dire que c'est une bonne saison, mais on peut dire qu'il y a des petites éclaircies par rapport à l'an passé. Ouais, donc comme tu dis, donc l'équipe championne du monde Pramac est arrivée chez Yamaha avec 2 pilotes, Jack Miller, Miguel Oliveira. Donc ce sont quand même 2 pilotes expérimentés qui ont connu plusieurs motos parce que Miller, il a quand même connu la Honda, alors c'est il y a quelques saisons maintenant. Il a connu Ducati, il a connu KTM, donc il connaît quand même bien le MotoGP. Et Miguel Oliveira, lui, avait été chez KTM et était ces 2 dernières saisons chez Aprilia. Malgré tout, faut dire ce qui est, la saison a été catastrophique pour les 2 pilotes. Miller termine 17e du championnat avec 79 points. Oliveira termine 20e du championnat avec 43 points seulement. Donc, Gweno, qu'est-ce que toi t'en penses de cette saison de Pramac? Bah, moi, c'est peut-être le truc qui m'a le plus déçu en début de saison de la part de Yamaha en général, c'est son line-up, franchement, vieillissant et même, assez peu ambitieux, on va dire. OK, Miller, il a de l'expérience, on sait qu'il est capable de bonnes choses à des moments donnés, dans des conditions un peu particulières, tout ça. Je trouve que le choix s'entendait. Oliveira, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais bon, là, je pense que le physique qui est plus, enfin, en tout cas, c'est plus le Oliveira qu'on a connu en 2020 ou 2021, ces années-là où il s'en sortait mieux. Donc, globalement, une saison assez décevante, même si Miller, pardon, a montré de belles choses, enfin de belles choses, pour se regarder, mais a sorti un peu la tête de l'eau. Mais ouais, moi, j'aurais bien aimé un rookie ou un pilote avec un peu plus d'agressivité, peut-être pour tenter des trucs à certains moments, plutôt que des pilotes je vais pas dire de fond de grille parce que c'est méchant, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi sur on savait à quoi s'attendre avec Miller et Oliveira. C'est-à-dire avec Miller, on savait que de temps en temps, il allait nous faire une belle qualif, il allait jouer devant pendant 6-7 tours, les pneus allaient être morts et puis il allait reculer pour terminer 15e, comme il fait C'est ça. depuis plusieurs saisons. Et un Oliveira, comme tu dis, le physique ne suit plus depuis maintenant 3 saisons, malheureusement, parce que c'est un bon pilote. Mais aujourd'hui, Ah oui, enfin, il n'y arrivait plus. Et la preuve, il termine seulement 2 fois dans le top 10, 9e pour sa meilleure performance dans la saison, 43 points en 22 grands prix. Ça veut dire qu'il marque 2 points par grand prix. Enfin, c'est quand même c'est catastrophique pour un pilote comme c'est Oliveira qui a quand même 5 victoires en MotoGP. ah non, mais de toute façon, il y a rien à dire. Sa saison est cata. Parce que c'est l'année dernière, il me semble, quand il était encore chez
comment? Chez Aprilia. Aprilia, il a fait des podiums et des bons classements. Je me rappelle en Allemagne, il y avait des petites De temps en éclaircies, temps, on le voyait, oui, on le voyait devant. ouais, Cette c'est ça. saison, on l'a jamais vu dans le top Là, 10. c'est catastrophique, quoi. Ouais, C'est vraiment, c'est la saison de trop. En fait, c'est voilà. vraiment la saison de trop, quoi. Eh, Et je trouve ça dommage que Yamaha ait pas tenté quelque chose sur cette place-là. Miller, je trouve que ça s'entend. On peut comprendre le choix de prendre un vieux de la vieille qui connaît plein de motos, qui est capable de faire quelque chose à un instant T, etc. Mais je trouve ça tellement dommage d'avoir pris Oliveira à alors c'est qu'une saison, c'est pas très grave, mais il aurait peut-être pu avoir quelque chose de mieux avec un pilote un peu plus en forme, on va dire. ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, bah, Oliveira, c'est sa dernière saison 2025, c'était sa dernière saison en MotoGP. L'an prochain, il part en Superbike chez BMW et donc il sera remplacé par Toprak Razgatlioglu qui arrive enfin, j'ai envie de dire, Oh! en MotoGP. Donc, qu'est-ce que tu penses toi de cette arrivée? Déjà bravo, tu l'as très bien prononcé. Sachez que je ne le répéterai pas moi. Je honnêtement, je sais pas trop. C'est vrai que le passage, Superbike, MotoGP, ça a rarement été transcendant. Il y a eu quelques belles choses, mais c'est on va dire que c'est pas la chose qui nous a habitués au succès. Il est un petit peu vieux. Alors puis comme j'aime beaucoup le Superbike, ça m'embête un petit peu qu'il quitte le championnat. Après, il a montré de belles choses aux essais. Là, j'ai vu qu'il avait roulé avec Yamaha et qu'il avait réussi à réduire son chrono de. Il avait 0,6 secondes d'écart sur Fabio, il est passé de 0 à 0,1 seconde. Donc, a priori, c'était une amélioration. Après, les tests, on sait très bien que ça va un peu tout et rien dire. On ne sait pas à quelles conditions, on ne sait pas quel pneu, etc. Mais ça veut dire que déjà, il s'entraîne, que ça a l'air d'aller dans le bon sens. Et par contre, à titre perso, j'espère qu'il va réussir par son style et puis par son état d'esprit qui est assez particulier, réussir à faire quelque chose de la moto, ouais. Je, Moi, ça me surprendrait pas que ce soit le meilleur rookie de la saison prochaine, même si Ah ça fait bah, bizarre de l'appeler rookie. c'est sûr qu'on l'attend avec impatience en MotoGP. Ça fait quand même plusieurs saisons que si on suit le Superbike, on est fan de Toprak. On ne peut qu'être fan de Toprak. Exactement. Enfin, c'est lui qui depuis 4 saisons en Superbike faisait le championnat, hein, faisait qu'on regardait les courses. Et, et je suis d'accord avec toi. Là maintenant, que va-t-il donner en MotoGP? C'est difficile à dire. Il va peut-être se casser les dents. Le voir jouer les victoires, les podiums, je ne pense pas, surtout avec une Yamaha. Maintenant, il peut quand même, pourquoi pas, essayer. Enfin, on va voir s'il arrive à se rapprocher d'un Quartararo qui est le leader de la marque. Mais bon, ça, on On verra. en parlait dans l'épisode d'avant, mais j'ai vu que Lorenzo avait dit qu'il pouvait jouer les top 10. Oui, Je, voilà, moi, je suis pas de mon Lorenzo, côté, je mais je transmets le pense qu'il, message. pour moi, de mon côté, je le vois jouer entre la 10e et 12e place sur le début de saison. Puis Qui ensuite, serait très bien. voilà, ce qui serait déjà très bien. Puis jouer vers la 8e place au mieux. Et là-dedans, notamment aussi parce que la moto n'est pas la meilleure du championnat. Ouais, et puis ça va lui demander beaucoup d'adaptation. J'imagine que c'est déjà des motos très très différentes, et en plus il a un style de pilotage particulier qui est bien à lui, qui, de ce que j'ai compris, mais je suis pas expert, a l'air d'être difficilement réplicable sur une moto GP. Donc à voir aussi comment il fait le switch. Après, on sait que c'est un pilote qui s'adapte bien. Il a gagné dès sa première saison sur la BMW. Voilà, on sait que c'est un Qui pilote était à déjà un part avec exploit, des. ce qui est, Complètement. Puis ce qui même était un il exploit. a. Enfin, il l'a gagné, mais il a dominé la saison. Il a complètement écrasé le championnat l'année dernière. Donc non. Et par contre, je salue le courage de faire ça à cet âge-là, à ce moment-là de la carrière, où là aujourd'hui, il aurait pu faire une très très belle carrière en Superbike. Je trouve ça assez courageux, même si je pense que tous ces mecs-là sont persuadés de pouvoir gagner et que ça les motive aussi de prendre ce genre de risque. Mais je me dis, il a quoi, 29 ans, euh, à un moment où Il a tout à vraiment, perdre. il... ouais, c'est ça. C'est que là aujourd'hui, il a gagné la saison là, qui vient de se terminer, il a gagné la saison d'avant. Il a une moto qui a l'air de lui convenir, sur lequel il écrase tout. Je trouve ça assez fort de partir à ce moment-là, quoi.
Ouais, comme tu dis, en plus sur la BMW, c'est quand même le seul pilote qui arrive à s'en sortir en superbike. Donc c'est vrai que, oui, il aurait pu rester et enchaîner les titres, enchaîner deux trois Je titres pense, ouais. encore. Voilà, donc il a fait le choix d'aller en MotoGP. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Tant pis pour le superbike, mais c'est vrai que ça va quand même être l'attraction principale en début de saison prochaine. Tout le monde veut voir ce que va faire Toprak, sur une MotoGP. Oui, surtout qu'on part pas a priori sur une saison, alors bon, on est tous pareils, on a tous nos attentes perso, mais on part pas sur une saison, rocambolesque au niveau du titre. Je pense on sait tous qui va gagner l'an prochain sauf blessure. Donc je pense qu'on va tous regarder Toprak avec, peut-être un peu plus d'attention que si, on avait eu un duel, Pecco Martin par exemple. Là, il va être un peu la star du début de saison. Ouais. Chez Yamaha, cette saison, quand même, on disait tout à l'heure qu'ils avaient quand même progressé par rapport à l'an dernier, mais on doit parler de Fabio Quartararo, de la saison qu'il a réalisée et notamment de ce qu'il a fait en qualif avec 5 pole positions. Là où l'an dernier, il avait du mal à se qualifier, à passer en Q2, cette saison, il fait 5 pole positions. Au championnat BMW Award, donc qui est le classement des qualifications, il a 310 points, il termine troisième du championnat. L'an dernier, il avait marqué 74 points. Donc on rappelle, le BMW Award, c'est le système de pointage, c'est comme une course normale. Donc c'est 25 points pour la victoire, 20 points pour la pole position, 20 points pour la deuxième place. Donc l'an dernier, Quartararo, ça voulait dire qu'il avait du mal à faire mieux que dixième. Et cette saison, plus d'une fois, il a été en pôle, 5 pôles positions, très souvent en première ligne. Heu, déjà ça, que ça, pour moi, c'est déjà une grosse évolution chez Yamaha. Ouais, et puis c'était un des points, critiques de ces dernières saisons, le fameux, comment time attack sur lequel il s'est beaucoup plaint, à raison d'ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est là-dessus, Yamal a écouté et a réussi à faire ce qu'il demandait. Par contre, du coup, ça a entraîné beaucoup de frustration de l'autre côté, parce que partir en première ligne, c'est bien, mais par contre, derrière, il est quasiment tout de suite, largué, dès la premier tir de course. Et quand il est pas largué, la moto casse. Parce que ça, c'est quand même la frustration de la saison. Alors aujourd'hui, elle paraît un peu loin parce que c'était il y a quasiment 8 mois, mais Silverstone, c'est quand même une immense déception qui, je pense, ça a l'air d'être un pilote qui marche quand même beaucoup mental. Ça lui aurait fait beaucoup de bien de gagner. Mais sinon, sur ce time attack, ouais, ils ont vraiment bien bossé. Après, il y a que lui qui a vraiment réussi à le mettre en application avec quelques fois Miller qui a fait des belles qualifs, mais oui, bon, qui a fait globalement des belles qualifs. Je vais pas être trop dur avec lui, euh, mais sinon, ce s'est pas ressenti sur les résultats en général de Yamaha cette saison. Et c'est ça, en fait, ce qui est difficile avec Yamaha, c'est quel est le vrai niveau de cette moto? Parce qu'on sait que Quartararo, c'est un super pilote, c'est un top 5 du championnat. Enfin, en termes de talent pur, il est top 5 Mm, et même pas cinquième, hein, on peut dire top 3. Et là, en fait, on ne sait pas vraiment quel est le niveau de cette moto parce que on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé d'Alex Rins qui termine 19e du championnat avec 68 points. Il termine 7e en Australie. Il fait 3 top 10, d'accord. Mais sinon, il était nulle part. C'est un peu comme Miller Oliveira. C'était vraiment, enfin, Quartararo, il est quand même pas aidé entre la moto et ses coéquipiers. Bah, Rins, je ferais le même constat qu'avec Oliveira, quoi. C'est la saison de pro, voire la deuxième saison de pro, et puis il repart pour une autre saison. Alors moi, c'est un pilote que j'aime bien. Sa dernière victoire sur la Honda, c'était quand même quelque chose de chouette à voir et tout ça. Donc c'est dommage, mais il faut accepter que bah, voilà, la page se tourne, il est plus au niveau c'est là-dessus, moi, je trouve Yamaha étonnant sur leur manque d'ambition au niveau des pilotes. Ils ont l'air de On est mettre d'accord. beaucoup de moyens techniques et c'est très très bien. Mais il y a un moment, ouais, il faut quand même des pilotes. Heu, Même pas forcément des top pilotes, mais des pilotes en forme, qui savent finir les courses, qui savent finir une saison sans être, au bout du rouleau. Rins, il boitait pour aller sur la moto, c'est pas normal. Je veux dire, bon, bah, c'est un pilote qui a montré de belles choses, mais il y a un moment, faut tourner la page, quoi.
Ben je suis d'accord avec toi, en fait. C'est un peu on parlait dans l'épisode de Honda d'un Luca Marini qui est un très bon deuxième pilote, qui ne chute pas à tout ça et c'est vrai qu'un Rins aujourd'hui, enfin, on va être méchant, mais à quoi il sert vraiment? Et Oui, non, moi je suis d'accord, ouais. voilà, et c'est ça qui est terrible et donc c'est vrai que pour Yamaha, cette saison, comme tu dis, on a Quartararo qui aurait dû gagner à Silverstone, qui avait la victoire vraiment qui lui tendait les bras. Il arrive pas à gagner, bon, il abandonne, d'accord. Quartararo, il fait des podiums, enfin il fait un podium, il fait des premières lignes. Il a eu du mal quand même, c'est vrai, en course. Après ses premières lignes, ses pole positions, souvent il reculait. Mais en fait, c'est est-ce que Quartararo est vraiment largement au-dessus et surpilote cette moto et aucun autre pilote ne pour sauf peut-être un Marc Marquez, ne pourrait faire ce qu'il fait avec cette Yamaha? Ou est-ce que en fait cette moto, alors Quartararo, oui, est très fort, mais avec des bons pilotes, enfin des pilotes en forme, en confiance, tout ça, on pourrait avoir aussi un autre pilote Yamaha faire des fois un top 5 en qualif et des top 10 en course assez régulièrement. Et c'est ça en fait qui est le plus difficile avec Yamaha cette saison. C'est quel est le vrai niveau de cette moto? De toute façon, je pense qu'on peut pas répondre à cette question parce que c'est évidemment, trop subjectif, mais déjà on sait que Quartararo, en tout cas en qualif, il est en tout cas, le deuxième meilleur, peut-être le troisième, parce que Martin, c'est vrai qu'il avait monté de très belles choses, mais en qualif, on sait que sur un tour chrono, il a toujours été, au-dessus du lot. Alors je compte pas Marquez parce que évidemment c'est Marquez, mais je pense pas trop me tromper en disant que le meilleur en qualif, hors Marquez, c'est Quartararo. Donc c'est vrai que toutes ces pôles, il y avait que lui qui pouvait les faire. Je pense que même si on a mis des pilotes performants, je sais pas, je dis n'importe quoi, des Pecco ou des pas Ouais, comme tu Bassini, dis, ils l'ont en qualif, mais Un Jorge un Martin autre. a toujours été aussi très, très bon en Ouais, par qualif. exemple, ouais. Voilà, mais c'est vraiment ces 2 Mais pilotes là, qui c'est de la sur un perf quand tour même, hein. voilà, sur un tour, c'est 2 pilotes qui ont un truc de plus que les autres. Faut dire ce qui est. Et malgré tout, avec cette Yamaha, cette saison, on a aussi toute l'histoire. Quel châssis on garde? Est-ce qu'on garde le 4 en ligne? Est-ce qu'on passe en V4? Quartararo voulait plus ou moins passer en V4 dès le début de saison. Enfin, il a quand même fait le forcing. Yamaha annonce au mois de mai qu'il se lance sur le V4. On a Augusto Fernandez qui fait quelques wildcards sur cette nouvelle moto. En fin de saison, là, lors des essais de Valencia, on annonce officiellement que Yamaha va passer en V4 pour 2026. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on attend de Yamaha l'an prochain? Bah, déjà de garder Fabio, ce serait bien parce que, là, on a dit un peu le côté positif et un peu le côté technique, mais Fabio, il a l'air quand même d'être arrivé au bout du rouleau. Alors on disait la même chose en 2023 et finalement il a re-signé. Alors beaucoup de gens ont dit que c'était pour l'argent, je pense honnêtement qu'il Non, croyait quand même au projet. oui. De quoi non? Non, Oui, non, enfin oui, oui, je suis d'accord avec je toi. oui, C'était pas, oui, c'est pas que l'argent. Oui, l'argent compte, d'accord. oui, Mais c'est c'est surtout évidemment que, un mais oui, voilà, t'as une je suis grosse d'accord. équipe qui est derrière toi, qui te laisse un peu les clés du camion, qui t'explique qu'ils vont progresser, qu'ils vont mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux ingénieurs. T'étais obligé de croire en eux. Et maintenant, on peut se demander quelle est la situation de Quartararo là cet hiver. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, déjà, je sais que il avait l'air vraiment pas emballé par le V4. Il a quand même dit que c'était Yamaha qui était parti dans cette direction. Il avait l'air un peu de se désolidariser du projet. J'ai trouvé que c'était quand même assez dur vis-à-vis de Yamaha qui avait l'air d'enfin se bouger et maintenant qu'il se bouge, il les lâche un peu. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, j'ai vu que le directeur technique de chez Yamaha avait dit qu'il y a un moment, il l'a dit très gentiment et assez discrètement, mais qu'il fallait quand même pas non plus trop forcer, vis-à-vis de Quartaro avec les critiques en public et cetera. Qu'il fallait quand même laisser du temps au temps et qu'il fallait éviter de dézinguer tout le monde, à chaque, interview. Donc c'est peut-être qu'aussi que le comportement de Fabio commence à peser du côté de Yamaha. Non pas qu'il ait raison ou tort, mais je pense que ça fait 2 ans qu'il leur gueule dessus. Je pense que la coupe commence à être un peu pleine de ce côté-là aussi. Donc, est-ce qu'on va pas tout simplement vers une rupture, j'allais dire à l'amiable, je sais pas si c'est le mot, mais où les 2 se sont un peu, épuisés de l'autre, quoi? Bah, en fait, je suis d'accord avec toi, surtout que c'est vrai que Quartararo est quand même très critique avec Yamaha, notamment là sur cette nouvelle moto. Il faut plus ou moins comprendre qu'ils ne sont pas au niveau. C'est comme une nouvelle moto, ils ne sont pas largués, ils sont pas à 3 secondes.
Moi, je me rappelle d'Aprilia quand ils sont arrivés en 2014, ils étaient à 5 secondes au tour. Là, ce nouveau V4, ils sont limite au niveau du 4 en ligne qui tourne depuis des années. Donc, oui, c'est difficile de savoir avec, voilà. Augusto Fernandez, il était plus ou moins au niveau d'un Alex Rins ou d'un Miguel Oliveira avec cette nouvelle moto. Et au niveau du talent pur, est-ce que Fernandez est meilleur que Oliveira, Rins? Euh, bon, on va dire qu'ils sont au même niveau. Voilà. Mais un Quartararo, tu laisses un Quartararo sur cette moto pendant faire plusieurs séances d'essai, tourner beaucoup avec cette moto, s'entraîner, enfin pouvoir faire des tests plusieurs journées avec. Pour moi, il peut rapidement être au niveau de ce qu'il faisait avec la moto 2025. Oui, puis je pense que Yamaha sait très bien que 2026 sera pas une année. Ils vont, ça va pas tout changer. Ils savent très bien que c'est une année un peu sacrifice. Et alors au début, moi je trouvais très surprenant qu'ils changent d'architecture moteur au moment où la réglementation va changer et a priori que le 4 en ligne était pas déconnant. Mais en fait, a priori, le passage du V4 est plus compliqué que le passage de 1000 à 850. Et du coup, ils pourraient tout à fait garder leur V4 850 à peu près dans des configurations similaires. Alors évidemment avec beaucoup de changements, mais sur le principe. Et du coup, c'est pas un choix qui a priori est si déconnant que ça. Et donc, je pense que Yamaha mise beaucoup sur 2027 en prenant le parti de sacrifier 2026. De toute façon, s'ils avaient continué avec le V4 l'année prochaine, on n'aurait pas eu une saison beaucoup plus belle que celle-ci. Donc je trouve pas le choix complètement déraisonnable. Et je pense que Fabio doit le savoir et du coup je pense juste qu'on est arrivé à la limite quoi. Il se dit que bah, il s'approche, bah, il vieillit et que s'il faut attendre 2027 pour voir si ça marche, 2027 tout le monde aura changé enfin tout le monde aura signé après 2026. Je pense qu'il voit le temps filer et que ça l'inquiète un peu, quoi. Non, mais tu as tout à fait raison dans ce que tu dis sur Yamaha pour 2026. Euh, au mieux, avec la moto 2025, enfin, en gardant la configuration 2025, ils auraient peut-être eu une ou deux victoires. Mais devoir tout recommencer à zéro en 2027 avec cette nouvelle réglementation, maintenant, 2026, ça va être un peu un championnat test pour eux. Ils n'ont plus grand-chose à perdre. Et pour Quartararo, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais courant hiver, enfin cet hiver qui arrive, les premières courses qui vont arriver aussi très rapidement dès fin février. Est-ce que tu continues avec Yamaha? Est-ce que tu essayes d'aller voir ailleurs? Et si tu vas voir ailleurs, où est-ce que tu vas? Et qui est-ce qui te voudrait? Pour moi, Fabio, il est plus sur une erreur de timing. En fait, alors après, c'est très facile de dire ça avec 2 ans de recul, mais sur l'instant, c'était peut-être pas si évident que ça. Mais c'est en 2023 qu'il aurait dû partir. Ou s'il reste, maintenant, il faut qu'il reste longtemps, le temps de voir le fruit du travail en cours arriver. Mais en fait, s'il part maintenant, il, il est plus dans la même position qu'en 2023 vis-à-vis de négociations, je veux dire. Il est sur, il aura passé 2 ans à attendre un truc qui sera pas arrivé, qui va peut-être arriver quand il va partir. Il se retrouve effectivement dans une configuration où les grosses équipes ont à peu près trouvé leur pilote numéro 1 et peut-être numéro 2 dans d'autres, Aprilia, est-ce qu'ils signeraient un Quartaro? C'est pas sûr. Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est pas sûr non plus. Il y a le HRC, c'est vrai. Ducati, c'est sûr que non. KTM, ça fait pas beaucoup plus rêver à l'heure d'aujourd'hui avec toutes les Surtout, incertitudes voilà, qu'il y a surtout autour. tous les problèmes qu'ils C'est ça. peuvent avoir. Oui, je parle vraiment de ça. Et puis bon, Fabio chez KTM, j'arrive pas du tout à imaginer que ça puisse fonctionner. Euh, En termes de mentalité, je veux dire. Donc oui, c'est ça, il se retrouve un petit peu bloqué et je me demande si tous ces trucs-là, c'est pas ça qu'ils font, qui s'énervent aussi en interview, quoi. Ils se Mais sont un peu pris au piège et ça doit pas lui plaire. je suis d'accord avec toi, parce que là, en fait, on a l'impression qu'il a quand même perdu 3 ans, 2023, C'est 2024, ça. 2025. 2026, il y a quand même une grande chance que ce soit le même type de saison que ce qu'on a connu en 2025, en espérant que ce soit un peu mieux, mais de toute façon, Yamaha ne va pas rejouer devant, ne va pas jouer les victoires tout de suite. Non. On le disait dans d'autres épisodes, c'est un championnat quand même qui est serré. Aujourd'hui, tu te retrouves vite
entre le troisième et le 16e, c'est quoi? C'est 1 seconde. Et bah ouais, là, tu sais que tu repars avec une nouvelle moto. Tu as quand même plus de chances d'être 14e au début de saison que de te retrouver troisième. Et c'est là, en fait, où c'est difficile pour Quartararo parce que, comme tu dis, KTM, c'est quand même pas c'est quand même pas l'avenir, avec tous les problèmes financiers. Honda, est-ce que c'est largement meilleur que KTM actuellement, que Yamaha actuellement? Je ne sais pas. Ça joue pour moi à pas grand-chose. Tu as Non, mais Aprilia, par contre, c'est d'accord. peut-être plus prometteur. Oui, ils sont Bah, plus Aprilia, ils prometteurs, mais ont c'est pas non plus Honda n'est pas oui. non plus largement au-dessus de Yamaha. Donc tu aurais Aprilia et puis Ducati. Est-ce qu'aujourd'hui Ducati a besoin de Quartararo? On peut en douter parce qu'ils ont quand même Marc Marquez qui vieillit, c'est vrai. Ils ont Alex Marquez qui va peut-être pas refaire cette saison-là. Ils ont un Bagnaia, bon, on sait pas trop comment ça va continuer avec Bagnaia. Ils ont Aldeguer qui lui est un espoir et on peut penser que Ducati va le garder pendant longtemps. Et puis derrière, tu as tous les pilotes rookies Moto 2. Et ça va dépendre aussi de ce que Fabio veut. Est-ce qu'il veut absolument un team usine avec un salaire équivalent à Yamaha, etc. Si c'est le cas, à part Ducati, qui pour moi ne fera pas cet effort-là, et Honda qui le fera peut-être plus, toutes les autres portes sont fermées. Ou est-ce qu'il veut une moto qui performe tout de suite, et auquel cas il peut peut-être se retrouver dans un team B Ducati ou Aprilia, mais ça va dépendre aussi de ce que lui il veut à l'instant T, quoi. Et ça, malheureusement, je sais pas s'il y a un bon choix à faire. On a vu l'exemple de Marquez, mais déjà tout le monde n'est pas Marquez. C'est pas parce que tu arrives chez, je sais pas, je dis n'importe quoi, chez Grésini, que tu auras une place chez les Rouges l'an prochain comme l'a eu Marquez. Et puis c'est pas parce que tu vas chez Aprilia que ça va marcher aussi bien que cette année-là, parce que mine de rien, ça reste une petite usine avec des succès assez récents. 2027 peut être un tournant assez dur pour Aprilia. C'est pas non plus un choix forcément rassurant quand on quitte Yamaha. Donc ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a tous ces facteurs-là font il est pas heureux là où il est, mais il sait pas où il peut aller. Et je pense que ça le frustre beaucoup. Au final, Quartararo, on peut dire, c'est peut-être le pilote qui est dans la situation la plus difficile en MotoGP parce qu'il a le talent, mais pour Oui. aller où? Et il n'a pas la moto. Et c'est ça qui est difficile. Et on peut penser que l'année prochaine, ça va être la même chose. Que Yamaha l'année prochaine ne va pas Alors non plus oui, ne va pas j'y être crois. révolutionner la catégorie. Donc c'est vrai que Après, il ça a va que être 26 compliqué. ans. Mm. Enfin, c'est à la fois vieux et pas vieux. Il peut se laisser encore un petit peu de temps. Alors, est-ce que, en fait, le problème, c'est que le mercato l'année prochaine va commencer très très tôt. Donc, il va falloir qu'il sache ce qu'il veut faire, en fait. Et, je sais, Ah bah c'est il y lui avait qui ça peut aussi en lancer 2023. c'est lui qui peut lancer Alors, déjà, oui. le mercato comme en Mais en 2023. 2023, oui, mais au final, je, Ça avait été plus enfin, tard c'est pour pas lui. évident. Ça, pour moi, il était assez tard, et je m'étais dit justement, est-ce que c'est pas, il re-signe pas aussi parce que tous les gros postes avaient déjà été pris parce qu'il a mis du temps à prendre sa décision. Alors ça, c'était juste moi, j'avais nulle part ni quoi que ce soit, mais le problème c'est qu'il faut être rapide, il faut savoir ce qu'on veut. Et par contre, je pense qu'effectivement, il peut être de ceux qui, des gros points clés de la saison, Mais donc là, en termes de mercato, je veux dire. comme tu dis, donc ce qu'on disait aussi en début d'épisode, en 2027, on pourrait très bien se retrouver avec 3 nouveaux pilotes chez Yamaha. Puisque Toprak Oui, devrait logiquement garder sa place, mais derrière, que ce soit Quartararo, Rins ou Miller, alors Rins et Miller, il y a quand même une grande chance qu'ils partent. Et Quartararo, bon bah ce serait logique, ouais. c'est lui qui décide. Donc c'est vrai qu'Yamaha quand même l'équipe Yamaha en elle-même est un tournant comme de son histoire, on peut dire, en passant Oui, déjà oui, bah oui. de ce châssis avec ce nouveau châssis et pour les pilotes. Voilà, donc c'est vrai que Yamaha va quand même vivre une saison 2026 et un début de saison 2026 très important, et ça sera peut-être quand même l'équipe à suivre pour le futur. Moi, je suis pas vraiment inquiet pour le futur à long terme de Yamaha, parce que c'est une grosse usine qui sait fabriquer des motos, qui a les moyens, etc. Je sais pas s'ils reviendront
les premiers de ça, mais je les vois bien revenir dans les années qui viennent à, je dis n'importe quoi, à 5 ans, dans les équipes aux avant-postes, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Par contre, c'est vis-à-vis de Fabio qui, lui, n'a pas forcément ce temps-là devant lui, où là, la situation est plus compliquée, quoi. Parce que, c'est comme Honda. Honda, on sait qu'ils sont, voilà, ils remontent un peu, mais qu'ils ont été au fond du trou, qu'ils remontent, mais on sait qu'ils ont une puissance derrière, qui je me dis dans 10 ans, on regardera, on dira: «Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été à ce niveau-là, on avait un peu oublié». Mais pour moi, c'est des équipes qui vont forcément remonter. Mais par contre, à l'échelle de la carrière d'un pilote, c'est des temps qui sont longs et c'est là où c'est compliqué pour Fabio. Est-ce que finalement 2027, d'un seul coup, Yamaha va être, sur la bonne technologie au bon moment et ça va cartonner pour eux parce que c'est des choses qu'on a déjà vues? Heu, ou est-ce que, bah, ça va être à peu près pareil et là, bah, c'est une catastrophe pour lui s'il est resté, quoi? Ouais. Et ben je pense qu'on a fait le tour, Gueno, sur, Ouais. sur Yamaha et sur Fabio. Donc c'était notre dernière, partie de ce débrief de la saison 2025, MotoGP. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du début de saison 2026. Et d'ici là, bonne trêve hivernale à tous et passez de bonnes vacances. Salut! Salut tout le monde!